Radio Bayard. Radio sans peur, émission sans reproche. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Bayard. Nous nous retrouvons pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Basile Léandro. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes enseignant dans le secondaire et contractuel à l'université, c'est bien ça? Tout à fait. Bon, merci d'être avec nous. Bien, sans surprise, on va parler avec vous de l'enseignement en France dans le secondaire et à l'université. D'abord, comment vous jugez l'enseignement actuellement en France dans le secondaire, que ce soit au collège, au lycée? Quel regard vous portez sur l'enseignement? J'ai un regard relativement critique à l'égard de la situation de l'enseignement, notamment dans le secondaire. Pourquoi ? Eh bien parce qu'actuellement, ce que l'on constate, ce que l'ensemble du corps professoral constate aujourd'hui, c'est que l'éducation nationale est aujourd'hui en déliquescence. C'est-à-dire qu'on a troqué la quête d'excellence, la rigueur, le sens de la discipline, le respect de l'autorité, contre la médiocrité, le clientélisme et bien sûr le fameux credo du pas de vague. Pourquoi vous parlez de clientélisme? Eh bien en fait parce que aujourd'hui il existe une relation assez toxique qui s'est développée dans un certain nombre d'établissements entre l'administration, les parents d'élèves et accessoirement les syndicats de professeurs. C'est-à-dire que aujourd'hui les établissements, les administrations ont plutôt tendance à dissimuler les faits qui pourraient porter atteinte à leur établissement, coûte que coûte. Y compris si cela implique de faire taire des professeurs, de les faire chanter, etc. Au-delà de cela, pourquoi je parle de clientélisme ? Eh bien parce que aujourd'hui il y a des relations relativement toxiques qui peuvent se développer donc entre des représentants syndicaux issus du corps professoral et une administration relativement enclin à faire des compromis si les deux parties parviennent à dissimuler les dérives, les abus qui pourraient toucher l'école publique. Je parle de cas extrêmement précis, mais c'est des cas tout à fait généralisables. Il y a eu des... Vous avez des exemples? Oui, bien sûr. Pour étayer votre propos? Tout à fait. Alors, par exemple, on a eu des cas de unique représentante syndicale, donc, qui était censée, donc, défendre, protéger les intérêts du corps professoral, donc, pour le coup, et qui s'était, en fait, acoquiné, qui avait développé, on va dire, une relation relativement discutable, on va dire, avec l'administration, pour dissimuler des cas psychiatriques, pour, par exemple, tenter de limiter, on va dire, les bruits de couloir qui pourraient avoir lieu. Donc, l'administration prenait contact avec cette représentante syndicale et par la suite, la représentante syndicale prenait contact, coachait des professeurs, des enseignants qui rentraient dans le métier, afin qu'ils soient plus flexibles, plus perméables, on va dire, à la critique, plus flexibles vis-à-vis des incivilités qui pouvaient avoir lieu en classe, précisément pour le compte de l'administration. En gros, vous voulez dire qu'ils essayent de noyer le poisson sur les réels problèmes dans l'éducation? Exactement, pour servir, soi-disant, donc le bien de l'établissement. Donc ce sont dans les établissements qu'on essaye de mettre la poussière sous le tapis. C'est ça que vous dites? Exactement. Et lorsque vous avez des professeurs qui s'indignent, qui peut-être même critiquent ce genre de comportement, ce qu'on a généralement, c'est une administration qui est implacable. Elle n'est pas implacable avec les élèves, mais elle est implacable avec les professeurs. Donc on a eu par exemple des cas de professeurs qui ont pu être menacés de rupture de contrat, notamment lorsqu'il s'agit de professeurs contractuels. On a eu des cas également tout simplement de menaces, d'appeler par exemple l'inspecteur pour une certaine forme de réprimande à l'égard des professeurs qui oseraient soit faire preuve de trop d'autorité en classe, soit critiquer le contexte peu bénéfique qui règne dans les écoles en tout cas en Isère. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on essaye de oui, c'est le pas de vague qui l'emporte, c'est ça? Exactement, c'est le pas de vague qui l'emporte, et au-delà de cela, je dirais que la responsabilité n'est pas seulement sur l'administration. L'administration et le rectorat, plus largement, ont une responsabilité assez intéressante. Pourquoi ? Parce que, ça fait, et bien sûr l'éducation nationale, je ne manque pas aussi de le mentionner, le ministère de l'éducation nationale également a une responsabilité. Pourquoi ? Parce que, actuellement, on a désarmé complètement les enseignants. Pourquoi on a désarmé les enseignants ? Parce que on considérait que l'autorité, la discipline ne devait plus être le credo de l'enseignement. L'enseignement ne devait plus être vertical. L'enseignement devait devenir horizontal.
C'est-à-dire qu'on a eu par exemple concrètement, eh ben il s'agit de laisser les élèves développer le cours, avancer à leur rythme, mais surtout laisser les élèves développer leur propre forme de connaissance. C'est quoi, c'est les écoles Montessori ou pas spécialement? C'est une forme assez particulière en fait de l'enseignement. Je dirais que c'est une forme qui est relativement délétère parce que cette forme-là empêche en fait la quête de l'excellence d'une part. Ça empêche également donc un certain nombre d'élèves donc de bénéficier d'un enseignement de qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'objectif n'est même plus de terminer les programmes scolaires. L'objectif, c'est véritablement simplement de tenir la classe, de faire de la garderie. Et c'est quelque chose qui est reconnu par un certain nombre d'enseignants syndiqués eux-mêmes. Je vais citer une phrase qui a pu être dite à ce moment-là, pour le coup par les enseignants syndiqués à l'égard de professeurs novices. On leur a dit clairement, donc j'ouvre les guillemets, notre but n'est pas d'enseigner, mais de créer un lien de confiance avec les élèves. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que l'objectif, c'est véritablement de ne plus terminer le programme, de ne plus chercher à inculquer un savoir aux élèves, mais précisément plutôt de les laisser, entre parenthèses, développer leur savoir tout seul, mais surtout de laisser un petit peu un contexte délétère se produire en classe, se développer en classe, au nom de ce fameux pas de vague. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est l'idéologie qui guide ces gens-là? Est-ce que ils font ça par idéologie? Ou est-ce que ils font cela par résignation, de se dire c'est trop compliqué, ça demande trop d'efforts de renouer un lien d'autorité dans l'enseignement? Comment vous voyez la chose? Est-ce que c'est un biais idéologique ou est-ce que c'est une résignation Moi, je dirais que c'est un peu des deux. C'est idéologique, pourquoi? Parce que c'est le rectorat le rectorat et bien sûr aussi les ministères de l'Éducation nationale qui ont donc poussé dans cette direction. Je donnais par exemple une petite liste en fait de choses proscrites à l'enseignant donc dans sa salle de classe. Je rappelle que normalement l'enseignant devrait être souverain dans sa salle de classe. Sauf qu'aujourd'hui, le terme sanction, le simple fait d'utiliser le terme sanction est proscrit. Dans un certain nombre d'établissements, on ne parle plus de sanction, on parle de rappel à l'ordre, de punition. Ça c'est dans les règlements intérieurs des établissements? Eh bien, c'est des dispositions qui sont mentionnées dans les règlements intérieurs, mais l'interdiction du terme n'est mentionnée nulle part, en fait. Simplement, c'est l'établissement, l'administration, qui souhaite véritablement garder le pouvoir de sanction sous la main. Et donc, on interdit aux enseignants de parler, donc, de sanction. On parle plutôt de rappel à l'ordre ou de punition. Au-delà de cela, cette punition, donc, qui peut être prononcée par l'enseignant, elle peut être suspendue ou annulée à tout moment par l'administration. C'est-à-dire que l'administration a un droit de regard et doit obligatoirement finalement valider les punitions, y compris a posteriori. On a eu les cas d'enseignants qui punissaient, qui mettaient par exemple des devoirs supplémentaires à un élève, etc. Et ces devoirs ont pu être annulés par l'administration qui considérait que l'enseignant avait fait preuve de trop de sévérité. Oui, alors que effectivement, avant en tout cas, l'enseignant avait la maîtrise de sa classe. En tout cas, on ne remettait pas en cause, on ne contestait pas son autorité. Tout à fait. Donc là, il y a eu un changement à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Est-ce que les gens ont conscience de ce changement, selon vous, ou pas du tout? Eh bien, les parents d'élèves, je pense, profitent un petit peu de ce contexte-là, parce qu'ils ne sont pas étrangers aussi au problème, dans le sens où on a eu des cas d'enseignants, par exemple, qui ont pu être harcelés par message par des parents d'élèves à la suite de punitions ou simplement de rappels à l'ordre prononcés contre leurs enfants. Ce qui a amené donc l'administration à donner suite et à convoquer des enseignants en raison de leur pouvoir disciplinaire. C'est quelque chose d'extrêmement préoccupant parce que, d'une certaine manière, les parents d'élèves font partie du problème. Et c'est pour ça que je parle de triple pression sur les enseignants actuellement. Il y a une pression de la part de l'administration, le fameux pas de vague, une pression de la part des parents d'élèves qui prennent les enseignants pour des babysitters, voilà, sans pouvoir de sanction bien sûr. Et puis également une troisième pression qui vient des élèves eux-mêmes qui aujourd'hui ne respectent absolument plus rien. L'insolence est devenue monnaie courante, la contestation de punition aussi. Bon, les bavardages n'en parlons même pas, mais ça c'est même pas étonnant, mais c'est davantage les contestations directes et en pleine classe de l'autorité des professeurs qui posent clairement problème. Donc c'est dans tous les établissements, c'est généralisé, c'est dans des établissements difficiles, comment vous... Eh bien, ce qui est étonnant, c'est que ça touche... Ça se répand. Exactement, ça touche un très grand nombre d'établissements, y compris des établissements considérés comme
d'excellence, hein, des établissements publics, par exemple situés en campagne, ça touche également ces établissements. C'est-à-dire qu'il y a une comment dire, une tendance générale, donc à ce laxisme en fait finalement, à cette pratique du pas de vague. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que le phénomène de l'enfant roi n'y est pas étranger, dans le sens où eh bien la manière dont aujourd'hui les parents éduquent leurs enfants, la manière dont on va laisser en fait, on va installer l'enfant dans un climat, dans un environnement extrêmement permissif, dans lequel contester les adultes, contester l'autorité, mentir ouvertement par exemple, eh bien tout cela est relativement accepté, faire preuve de violence, de violence verbale par exemple, ou physique dans le pire des cas, eh bien est banalisé. Dans ce cas-là, effectivement, ça peut être relativement problématique, eh bien pour le développement d'un contexte propice au travail dans les salles de classe. Qu'est-ce que vous préconisez devant ce phénomène, hein? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, je pense qu'à l'image donc de la nécessité de réarmer bien la police contre la délinquance et la criminalité, je pense qu'il serait nécessaire aujourd'hui de redonner du pouvoir disciplinaire aux enseignants. Il est absolument nécessaire que les enseignants puissent à nouveau se faire respecter en classe, et cela passe par exemple, un pouvoir de punition, un pouvoir d'exclusion également temporaire de la salle de classe. Aujourd'hui, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est interdit. Il est formellement interdit d'exclure un élève de la salle de classe, sauf si l'élève constitue une menace à l'intégrité physique du professeur ou de ses camarades. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, il faudrait que l'élève sorte un couteau en classe pour que le professeur ait officiellement le droit de l'exclure. Vous voyez, c'est relativement choquant. Attendez, si je vous suis, ça veut dire que si un élève dit à son professeur l'insulte, par exemple, on lui dit qu'il est con, ou quelque chose de ce genre, le professeur ne doit pas l'exclure de la salle. Exactement. Il y a eu des cas, je peux vous donner un exemple, ça va être relativement clair. Donc je connais un enseignant qui a pu exclure un élève pour des propos extrêmement insultants. Des insultes, purement et simplement des insultes. Et cet élève-là, lorsqu'il a été exclu, est parti se plaindre directement à l'administration. L'administration a envoyé des surveillants pour faire sortir le professeur du cours, pour le sommer de s'expliquer. Et bien sûr, l'élève déclarait qu'il n'avait absolument rien fait, que c'était une pure injustice. Et là, la parole de l'élève a été mise en concurrence, a été confrontée à la parole du professeur. Et pire que cela, la parole de l'élève dominée était plus importante que celle du professeur. Au point où la sanction a été purement et simplement annulée. Ce qui est relativement choquant. Donc effectivement, ce contexte-là de suppression, de suppression du pouvoir de sanction des professeurs a une responsabilité claire et évidente, et cela est dû également donc aux abus de l'administration et aux abus des parents d'élèves qui profitent de ce climat hostile à l'enseignant pour faciliter un climat d'impunité dont bénéficieraient leurs enfants. Je peux aussi mentionner le fait qu'aujourd'hui les retenues doivent être surveillées par le professeur lui-même. C'est-à-dire que si un enseignant souhaite mettre une retenue à un élève, il ne le peut que si lui-même est disposé à surveiller en dehors des heures de cours cet élève. En d'autres termes, c'est du travail non rémunéré. Ce sont des heures supplémentaires non prises en compte, tout simplement, parce que effectivement, contrairement à la tradition précédente dans laquelle c'était le surveillant qui devait surveiller les heures de retenue, aujourd'hui, cette stratégie de la retenue surveillée par le professeur amène simplement un certain nombre de professeurs à abandonner la retenue. Pourquoi mettre des retenues si plus tard vous serez obligé d'être en retenue avec l'élève, de rester, de demeurer et de mettre en péril votre vie personnelle, votre vie familiale en raison donc des abus d'un élève, vous voyez. Oui. Du coup, je reviens à vos solutions. Je les ai peut-être coupées au milieu. Donc, c'était revenir à l'autorité d'enseignant sur la classe. Exactement. Il y avait d'autres mesures éventuellement Je pense qu'il faudrait réformer en profondeur, d'une part, l'administration. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'administration ne fait plus son travail. L'administration, qui est normalement là pour s'assurer du bon fonctionnement de l'établissement, d'un climat de travail propice, aujourd'hui ne cherche qu'à servir le fameux pas de vague. Donc on préfère se débarrasser d'enseignants
quitte à se retrouver sans enseignants, quitte à se retrouver sans cours de SVT, sans cours d'histoire, sans cours de maths, plutôt que d'avoir un enseignant qui punirait des élèves et qui, pour le coup, susciterait le courroux des parents d'élèves. Vous voyez. Donc il faut absolument réformer l'administration, il faut que l'administration soit, entre parenthèses, j'utilise des termes un peu crus, recalibrée, remise à sa place, qu'elle revienne à ses fonctions de faire bien fonctionner, entre parenthèses, les établissements, de protéger le corps professoral, bien sûr, évidemment. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il faudrait également réformer complètement, et peut-être envisager la suppression des syndicats de professeurs. Parce qu'aujourd'hui, les syndicats de professeurs ne font plus le travail. Aujourd'hui, les syndicats de professeurs sont devenus à la fois des structures, des acolytes, on va dire, des administrations. Elles ne protègent plus les professeurs contre l'administration, elles servent l'administration contre les professeurs. Au nom de cette fameuse stratégie du pas de vague, cette fameuse idée que l'élève devrait apprendre tout seul, que le prof devrait accepter qu'on, entre parenthèses, l'insulte. Il y a une phrase très intéressante qui a pu être dite par une représentant syndical, c'était, tu sais, il faut que tu fasses une différence, toi, jeune professeur, il faut que vous fassiez une différence lorsqu'un élève vous insulte ou vous manque de respect. Il ne vous insulte pas, vous, personnellement, il ne vous manque pas de respect, vous, personnellement, il manque de respect au statut, à la fonction d'enseignant. Donc il faut que vous vous détachiez des insultes qu'on vous donne, qu'on vous jette. Cette idée-là, vous voyez, elle est très présente dans les syndicats également. Et c'est pour ça que je pense qu'aussi les syndicats devraient être réformés. Et puis au-delà de cela, je vais faire un petit détour aussi sur la composante idéologique des syndicats. Aujourd'hui, les syndicats font ostensiblement de la propagande politique, donc dans les salles des professeurs et puis dans les classes et dans les écoles. Pourquoi ? Parce que on a pu constater, par exemple, des affiches anti-Trump, des articles de journaux extrêmement critiques de Trump qui ont été diffusés, également des articles ou des tracts, des papiers pro LGBT et pro trans qui ont pu être également diffusés dans les salles des professeurs, etc., dans un certain nombre de salles de professeurs. Donc il y a ce climat extrêmement délétère, extrêmement idéologique qui est relativement toxique et qui est en train d'imprégner dans l'ensemble en fait un certain nombre d'ailleurs d'établissements scolaires en Isère. Bon, écoutez, merci pour ce panorama concernant l'enseignement. Je crois que c'était assez clair. Un mot également sur l'université, que vous connaissez un petit peu, aussi en l'occurrence l'université Grenoble-Alpes, que vous connaissez, je pense. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez de son fonctionnement ? Est-ce que c'est à peu près le même bilan que pour le secondaire ? Comment vous voyez la chose ? En tout cas, à l'université, ce qui les différencie des enseignants, c'est que les professeurs font face à des adultes en général. Et donc le rapport d'autorité, problématique. Exactement, est différent et moins problématique précisément parce qu'on a moins de cas d'insolence directe, de violence directe en général. C'est quelque chose qui est relativement propre au collège, au lycée, donc dans des contextes dans lesquels en fait il n'y a absolument aucune sélection. Vous savez, l'école est gratuite obligatoire, donc vous prenez en fait des élèves extrêmement différents avec des profils psychiatriques par exemple extrêmement différents, des profils plus ou moins violents, et il faut faire avec. Ça c'est l'état actuel de l'école publique. Pour le coup, pour les universités, on a quand même en fait les professeurs font face à des adultes, donc il y a moins de danger de ce côté-là. Cependant, le gros souci avec l'université, c'est la propagande idéologique qui y règne, et aussi une sorte de culture, et ça c'est peut-être quelque chose qui n'a pas été mentionné auparavant, une sorte de culture du gaspillage qui s'est diffusée. C'est-à-dire qu'on a assisté finalement à des pratiques, des comportements répétitifs en fait qui visent à exploiter jusqu'à la moelle les budgets octroyés par l'État au nom de soi-disant donc de la recherche, de la qualité de la recherche, etc. Or, ce gaspillage, en réalité, ces dépenses qui recouvrent des éléments aussi, des faits, des éléments aussi divers que, par exemple, je cite, donc les voyages et les hôtels ainsi que les repas remboursés entièrement par l'université ou par l'État ou par les laboratoires de recherche, les fêtes, les banquets et les soirées organisées aux frais de la princesse, donc aux frais du contribuable. Tout cela, ça a un coût. On a également donc des cas effectivement aussi de budget alloué à des thèses qui, entre nous, ne répondent même pas
aux standards de la recherche à l'échelle internationale, des thèses sur le féminisme, des thèses sur le décolonialisme, sur l'interprétation ou le sentiment d'oppression que vivraient par exemple des descendantes d'immigrés en France, ou alors que vivraient des membres d'une tribu en Afrique de l'Ouest. On a eu aussi un gros problème, c'est quoi? C'est qu'effectivement un certain nombre de budgets, un certain nombre de finances, donc de l'université, sont alloués aussi à des chercheurs étrangers, au détriment de chercheurs français. On a aujourd'hui des laboratoires de recherche qui tournent avec 70% de chercheurs étrangers, ce qui est inacceptable. On a des cas de filières dans lesquelles on a un certain nombre de chercheurs étrangers, alors même que des... Comment ça s'explique c'est quoi? C'est qu'on a plus de personnes on n'a pas de chercheurs en France, ou c'est idéologique, encore une fois? Moi, je dirais que c'est à la fois idéologique et d'une certaine manière, je dirais que c'est court-termiste et d'une certaine manière économique, dans le sens où, eh bien, plutôt que de devoir financer, soutenir, bien la formation universitaire d'étudiants français, on considère qu'il est préférable de faire sous-traiter, par exemple, la licence ou le bac ou la première année de master à des universités étrangères, donc à des étudiants qui sont formés à l'étranger, et qui viennent au bout de la fin de la licence ou au bout de la fin du master ou en deuxième année de master en France pour poursuivre ensuite des recherches financées aux frais du contribuable français, vous voyez. Donc il y a cette idée aussi que ça nous coûte moins cher, c'est moins lourd dans le budget, donc ça reviendra moins cher de prendre directement un étudiant déjà formé ailleurs, même si la qualité de sa formation est bien moindre et bien plus médiocre que celle proposée en France. On a aujourd'hui par exemple des chercheurs qui savent à peine parler français, et qui sont financés donc par le budget de l'université. On a des chercheurs qui parlent à peine français, vous dites? Oui, c'est tout à fait. À peine croyable. C'est-à-dire avec bien soit des accents extrêmement lourds, ou qui parlent quasiment que anglais. On a eu des cas par exemple de chercheurs indiens qui ont pu être invités donc pour faire des recherches en tant que post-doctorants à l'université de Grenoble-Alpes, et qui ne parlent absolument pas français. Ils parlent anglais avec un accent extrêmement lourd, hein, mais ils ne parlent pas français. Et donc on a eu des cas effectivement de chercheurs qui sont financés. Et à côté vous avez des doctorants ou des étudiants en master, hein, qui recherchent des doctorats, qui recherchent bien la possibilité d'écrire, de rédiger une thèse. Eh bien ces gens-là ne trouvent absolument pas de place à l'université, précisément parce que ces places sont occupées par des chercheurs étrangers. C'est une question aussi de sujets qu'ils abordent. Est-ce que c'est les thématiques abordées qui font qu'ils n'ont pas de place? Il y a ça qui entre en jeu? Les thématiques je sais pas, sujet de thèse qui est pas forcément apprécié. Oui, puis je pense aussi que il y a aussi l'idée que la recherche doit se faire en anglais aujourd'hui de plus en plus, et donc il est préférable de prendre des étudiants étrangers parce qu'on a l'impression que les étudiants étrangers ont une ouverture internationale. Il y a cette perspective très je dirais gauchiste en fait à l'université, l'idée que c'est toujours mieux ailleurs, l'herbe est plus verte ailleurs. En fait, finalement ça c'est cohérent avec ce que veut faire l'université Grenoble-Alpes, qui veut faire de cette université une université internationale. Et la fusion des universités, je pense que c'était en ce sens-là. Donc c'est finalement assez logique. Tout à fait. On suit ce raisonnement. Tout à fait. D'ailleurs, en parlant de l'UGA comme université internationale, je rappelle que quasiment un cinquième des étudiants de l'université de Grenoble-Alpes sont étrangers. Donc on a environ 10 000 étudiants internationaux, 10 000 places qui auraient pu revenir à des étudiants français. Et j'invite les auditeurs à faire le calcul et à vérifier combien de Grenoblois, combien d'Isérois ont demandé donc d'intégrer l'université à la suite du processus de sélection, combien ont été laissés sur la touche. Eh bien, on constate qu'effectivement, on aurait pu leur offrir 10 000 places. C'est clair et net. Et comme j'ai dit, je le répète, la qualité du travail des chercheurs étrangers n'est absolument pas à la hauteur des standards d'une part de l'université française, mais des standards internationaux en général. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des chercheurs venus bien d'Afrique ou d'Asie du Sud avec des niveaux parfois catastrophiques. Ah oui, donc on veut faire de cette université une université internationale, mais en plus de ça, on n'est pas au niveau. C'est-à-dire exactement. Si je comprends votre logique, on ne prend pas les bons étudiants français, ou du moins ils sont pas avantagés pour faire des thèses en français, et on va prendre des étudiants internationaux qui
pour avoir un rayonnement international, mais au final, c'est même pas efficace. Exactement. Et je vais aussi vous donner une information relativement cynique, mais qui est partagée au sein de l'université, et c'est quelque chose qui est reconnu quasiment de manière relativement ostensible par les gestionnaires, par les responsables administratifs de l'université. Aujourd'hui, nous avons des cas, par exemple, de gestionnaires, de responsables administratifs qui reconnaissent ouvertement qu'ils préfèrent prendre des étudiants étrangers, des doctorants étrangers, des post-doctorants étrangers, des chercheurs étrangers, précisément parce que le coût de la bourse qu'ils recevraient serait peut-être moindre que celle qu'on offrirait par exemple à des étudiants français, mais aussi à des étudiants de pays dont le niveau de vie est similaire à celui de la France. Je pense notamment par exemple à des étudiants venus de Belgique, à des étudiants venus de Suisse, à des étudiants venus du Canada ou d'Australie, où les niveaux sont relativement assez similaires, exactement, avec un niveau de vie. Donc ils se permettent de se dire, voilà, on va prendre cet étudiant étranger venu d'Afrique parce qu'on va le payer moins cher. Et donc cette personne-là prendra la place d'un candidat au doctorat français, qui lui n'aura pas la possibilité de poursuivre sa thèse. Un mot sur le wokisme. Est-ce qu'il est très présent encore à l'université Grenoble-Alpes? Je dirais qu'il est plus présent que jamais, dans le sens où aujourd'hui il y a cette quête de la féminisation des emplois à l'université. Il faut absolument chercher la parité. Donc vous avez par exemple des laboratoires qui tournent avec un nombre quasi écrasant de femmes, précisément parce que il y a cette idée que recruter des femmes, c'est entre parenthèses servir la cause féministe. Donc on va recruter des femmes avec un niveau bien moindre que celui des hommes pour faire des thèses. On a par exemple le cas d'un certain nombre de femmes qui vont se tourner vers des études de genre, parce que les études de genre c'est la fameuse planque. Pas vraiment de critique de la part de critique possible, parce que ce sont des pensées, ce sont des raisonnements qui reposent sur du vide. Comment critiquer ce qui repose purement sur du vide intellectuel? Ils prennent cette direction-là, ils rédigent des thèses donc sur des études de genre, sur des études décoloniales, ils diffusent leurs thèses, ils présentent leurs thèses, et puis ils obtiennent des postes à l'université, à partir de thèses vides. Et c'est quelque chose qui est partagé pas seulement par l'université Grenoble-Alpes, mais par un certain nombre d'universités. Cette année encore, par exemple, des postes de maîtres de conférences et de professeurs des universités ont été ouverts sur des études de genre en France. Donc j'invite nos auditeurs à se demander effectivement quel intérêt pour la recherche, quel intérêt pour le contribuable d'avoir donc ce genre de maître de conférence, de spécialisation en fait, de maître de conférence spécialisé dans ce genre de domaine. C'est relativement, je trouve personnellement que c'est relativement préoccupant et que cela montre effectivement que l'université aujourd'hui en France va droit dans le mur. Eh bien, on va se quitter sur cette question, et peut-être que les auditeurs en commentaire pourront nous dire ce qu'ils pensent de votre questionnement. N'hésitez pas, si vous avez des réactions à apporter. Merci pour cet éclairage, c'était passionnant, très très instructif, et un petit peu alarmiste et inquiétant, mais il était néanmoins, je pense, nécessaire de le faire. Merci Basile Leandro d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager l'émission, à relayer, et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.